Super. Donc, notre prochain invité, Pascal Richer. Salut. Bonjour, Elissa. Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et aujourd'hui, bien sûr, tu vas nous présenter une conférence sur communauté de partage et démocratisation de l'espace ludique, notamment parce que tu es le fondateur du groupe Facebook de création de jeux de société Québec. Oui, en effet. Donc, je vais partager un peu mon expérience en tant que fondateur et co-administrateur du groupe Création de jeux de société Québec. Je me positionne pas nécessairement comme un expert, mais vraiment comme un observateur, un témoin. Donc, je vais vous partager un peu justement là, mes expériences, puis mes observations, mes réflexions au fil des années dans ce groupe-là que j'ai créé il y a de ça bientôt 4 ans. Donc ouais, c'est ça. Génial. Donc, 4 belles années où est-ce qu'il y a eu une belle évolution du groupe, oui? Absolument. Aujourd'hui, on compte environ, on est bientôt là, sur le point d'atteindre les 1100 membres. Ça l'a vraiment explosé. Bon, la pandémie, ça a été une malédiction pour pas mal tout le monde, mais pour le groupe, ça a été vraiment une bénédiction. On a vraiment vu une hausse du membership avec les années d'isolement. Donc oui, c'est ça. Je suis très fier de cette communauté-là. Oui. C'est sûr. Et justement, je pense que la thématique est bien d'actualité avec la pandémie, les connexions sociales et la création du groupe Facebook. Absolument, oui. Donc, je vais commencer par juste me présenter brièvement. Je suis dans le milieu du jeu depuis à peu près 4 ans, de manière officielle avec la création du groupe. Avant d'être dans le jeu, moi, je suis d'abord un enseignant. J'enseigne l'éthique et la culture religieuse au secondaire. Donc, les questions justement de démocratisation puis d'inclusivité, c'est des thèmes qui me sont chers. Puis le groupe aussi, on va le voir, c'est beaucoup inscrit dans son ADN. Moi, avant d'être enseignant, j'ai aussi eu un parcours en design graphique puis en production cinématographique. Toutes des choses que je réinvestis à tous les jours dans mon métier, mais aussi dans ma passion pour la création des jeux de société. Donc ça, c'était mon parcours professionnel. Mon parcours ludique, moi, comme bien des gens, les jeux sont rentrés dans ma vie à travers les réunions familiales à très jeune âge. Les jeux classiques, là, Scrabble, Monopoly, Doctorat et compagnie. Rendu à l'adolescence, là, c'est les jeux de rôle qui ont pris un peu plus de place. C'était l'occasion justement d'explorer différentes identités, différentes expériences sociales. Donc, la création de jeux de société est arrivée donc plus tardivement, après avoir exploré le monde du jeu de société comme joueur et le monde du jeu de rôle. Là, j'ai eu l'envie de réinvestir ça dans la création de jeux de société. Puis, la création du groupe Création de jeux de société Québec, c'est venu un peu à la suite de ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a un TDAH, donc la motivation est parfois difficile à trouver. Et la genèse du groupe, c'est alors que pendant l'été, pendant les vacances, j'avais rien à faire. Je tournais en rond dans mon appartement. Et puis, je suivais les lives, les diffusions en direct de Jamie Stegmaier. Puis il nous a dit une bonne façon de se motiver à jouer puis à créer. Puis tout ça, c'est en participant à une communauté. Puis c'est que de là vient l'idée finalement de créer cette communauté-là. Et donc, c'est ça. Donc, mon parcours ludique, c'est un peu ça, là. Et bien sûr, parlons un peu des impacts de la pandémie sur ma pratique ludique. Je pense que comme tout le monde, ma pratique ludique a été ramenée à la maison dans le virtuel. J'ai découvert des plateformes comme Roll20, Tabletopia et compagnie. Puis ça a eu un impact, bien sûr, sur ma pratique ludique, mais aussi sur le processus créatif. La création aussi de jeux vient aussi en lien avec tout ça, là. Donc, c'est pas mal ça pour ma présentation. Je ne veux pas trop parler de moi parce que je veux parler du sujet principal. Donc, les communautés de partage, démocratisation du processus créatif. C'est un peu pour ça qu'Elissa m'a abordé, parce que, mon expérience, je pense que peut être inspirante pour d'autres. Donc, la communauté de création, comme je l'ai dit, communauté de partage, je l'ai créée en 2018. La pandémie est arrivée, on a eu un gros boom de membership. Et quand je parle de communauté de partage ici, c'est surtout une communauté de partage, finalement, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on a la possibilité d'échanger
échanger nos connaissances, nos savoirs, nos pratiques, nos expériences avec les autres, partager nos réflexions. C'était un peu l'objectif quand j'ai créé ce groupe-là, c'était justement de créer ce lieu de rencontre-là. J'avais peut-être eu une vision du futur sur la pandémie qui s'en venait. Donc, c'est ça. Dans les premiers temps, c'était un petit peu plus calme. J'ai eu l'idée d'aller chercher des professionnels du milieu. J'ai abordé, donc, j'ai pris le temps de regarder les différents gens qui travaillent dans le milieu du jeu de société au Québec. Je leur ai écrit des petits messages personnalisés pour leur dire « Ah, venez, joignez-vous à la communauté ». Puis là, de fil en aiguille, donc, ils ont accepté mes invitations. Donc, je pense que ça a beaucoup contribué à amener un bon bagage d'expérience qui allait pouvoir bénéficier à tous les membres. Puis, ben, avec la pandémie, est arrivé. Puis, comme de fait, ben, là, les gens sont arrivés en masse. Je pense que il y a eu un bon timing dans le milieu du jeu au Québec. Tout ça, la communauté a été créée. Il y a eu le proto de l'année, le concours de prototype de l'année qui est sorti. Il y a eu un paquet d'événements comme ça, ludiques, qui sont arrivés autour de la création de jeux de société. C'est pas mal ça. La communauté de partage, comme je dis, ben, c'est ça. C'est pas quelque chose de nouveau. En regardant un peu, en me préparant, j'ai découvert ce qu'on appelle le compagnonnage, qui était un peu le prototype des communautés de partage. Ça se faisait surtout avant l'ère industrielle. C'était des groupes, des communautés formées d'artisans. À ce moment-là, c'était des groupes qui étaient peut-être un petit peu plus exclusifs. Donc, pour devenir boulanger, par exemple, donc, on rencontrait un boulanger, puis là, ben, s'il nous appréciait bien, s'il voyait qu'on avait les bonnes qualités, il nous faisait rentrer dans sa boulangerie, nous expliquer un peu le travail. Donc, la communauté de partage, c'est un peu la version 2.0 de tout ça. OK. Excuse-moi, j'enchaîne. Oui. Je vais poser des questions un peu au fur et à mesure. Donc, dans le fond, si je comprends bien, c'est un peu le concept de mentorat, d'apprendre en observant quelqu'un qui a plus d'expérience que nous. Absolument. C'est exactement ça. Okay. C'est une communauté qui vise le transfert des connaissances des vétérans vers la relève. Puis, avec le développement des communautés, des technologies, de l'information, des communications, ben, je pense que ça leur a amené un peu cette pratique-là qui s'était perdue un peu avec l'industrialisation où là, on est arrivé avec des procédés standardisés, donc séparation des tâches. Donc, ce transfert-là de connaissances se faisait un petit peu moins. Ce mentorat-là se faisait un petit peu moins. Puis ben, avec l'ère numérique maintenant, ben, on revient un peu à ça. Par contre, je pense que c'est une offre un petit peu plus bonifiée. Puis là, j'en viens à parler justement de la communauté de partage puis la démocratisation du processus de création. C'est que, le compagnonnage à l'époque, ben, c'était quand même des communautés assez exclusives. Il fallait plaire aux artisans pour pouvoir se joindre à ces communautés-là. Avec le numérique, ben, là, maintenant, n'importe qui peut joindre le groupe. Nous, on a des critères d'entrée, mais qui sont très, très, très ouverts. Essentiellement, on leur demande simplement d'accepter les règles de fonctionnement du groupe. C'est tout. À partir de ce moment-là, quand tu acceptes les règles de fonctionnement, puis c'est des règles qui vont dans le gros bon sens, là. C'est l'interaction normale entre les gens. On demande de faire preuve de bienveillance et d'inclusivité aussi, de respect. Puis c'est tout. C'est le seul critère d'admission. Donc, ça fait que ça l'ouvre le groupe vraiment à tout le monde. Puis quand le groupe commençait, ben, je lançais des invitations sur les différents groupes de jeux de société. Puis je disais tout le temps, ça s'adresse du néophyte au vétéran. Donc c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant avec la communauté de partage. Puis comme les groupes, là, nous, c'est sur Facebook, là, mais ça peut se faire sur n'importe quel réseau social. C'est que l'accès à ces plateformes-là, c'est rendu très simple, sans barrière. Et pour moi, démocratiser le processus créatif, c'est rendre accessibles les outils, les connaissances techniques, puis ben, rendre accessible aussi justement la connaissance. Et je pense qu'on vit dans une ère où c'est l'ère parfaite pour ça. Parce que maintenant, d'un clic, on peut accéder à toutes les informations.
sur la création de jeux de société. C'est plus une chasse gardée par je vais dire une élite, là, je ne veux pas être trop polémiste, là, mais c'est pas une chasse gardée. Maintenant, tout le monde a accès à ça. Puis je pense que c'est ça, c'est ce qui fait la beauté de la communauté de partage. C'est vraiment ça. Excuse-moi. Oui, effectivement. Puis, je dirais même avec la technologie, comme tu dis, l'accessibilité, parfois, il y a même l'effet inverse. Il y a tellement d'accès, il y a tellement d'outils que c'est facile en tant que débutant, exemple, dans la création d'un jeu de société, de se perdre à travers tout ça. Est-ce que je suis mieux d'utiliser telle plateforme ou telle plateforme, etc. Donc aussi d'avoir ce concept-là de partage. Chaque personne, il y a plus, exemple dans le groupe, vous irez voir bien sûr, il y a plusieurs personnes avec des expériences professionnelles, personnelles différentes, mais qui permettent d'aiguiller aussi, d'orienter, et voilà, qui permettent d'orienter vers quel outil est le mieux dans telle situation. Donc ça vient vraiment orienter et structurer parfois le fait quand il y a trop d'informations puis qu'on peut facilement se perdre des heures sur Internet, par exemple. Absolument. Tu sais, une autre raison pourquoi le groupe a été créé, c'était aussi ça. Moi, je faisais beaucoup de recherches personnelles pour faire avancer mes projets à moi, mieux comprendre le processus créatif, mais aussi les enjeux commerciaux et tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, tout ce travail-là, là, si je peux l'investir juste sous moi, mais ça serait drôlement plus intéressant si ça serait partagé avec les autres. Tout le temps que moi, j'ai pris à faire ces recherches-là, si je peux aider les gens à économiser ce temps de recherche-là, puis comme tu dis, les aiguiller, les orienter vers les ressources directement, je pense que c'est un plus. Puis une des premières choses que j'ai fait quand j'ai créé le groupe, ça a été justement de faire une publication avec par où commencer, avec plein de ressources. Donc comme ça, ça rend dans un univers où justement on est inondé d'informations, d'avoir un groupe comme ça qui vient cibler, puis qui nous permet d'avoir accès à une connaissance plus savante, si on peut dire, là, plus spécialisée, je pense que ça rend encore plus accessible la création de jeux de société. Le campagnonnage pré-révolution industrielle, ça faisait un partage de connaissances très exclusif, tandis que là, ça libère cette connaissance-là à tout le monde. Effectivement, avant, j'en comprends que c'est très linéaire. Une personne choisissait une personne qui devenait son comment on appelle ça? Son mentor. Son mentor. Ou son apprenti. Son apprenti, ouais. Et voilà, qui devenait, excusez-moi, son apprenti. Tandis que là, une personne peut amener de l'information à 5 personnes. Ces 5 personnes-là vont se l'approprier de leur propre manière, puis vont créer quelque chose qui vont pouvoir permettre de partager à 5 autres personnes, et etc. Donc, vraiment, l'accessibilité. Ça fait boule de neige. Puis, comme je le disais aussi, ça permet que là, l'accès à cette connaissance-là, elle dépend simplement de la liberté de la personne qui souhaite y avoir accès. Ce n'est plus quelque chose qu'on doit gagner, qu'on doit mériter. C'est plus un privilège. C'est rendu un droit qui est accessible à tous. Donc, je pense que la communauté de partage, à l'heure actuelle, avec les possibilités technologiques, justement, je pense que l'avancement technologique a bien donné un coup de pouce à rendre la création de jeux de société beaucoup plus accessible. Comme je disais, que ce soit pour le partage d'informations, que ce soit pour le réseautage. C'est un autre aspect là, qui vient avec la communauté de partage. C'est le réseautage qui est fait, les connaissances qui sont faites autour de moi. Il y a plein de gens ici que j'ai rencontrés à travers cette communauté-là. Elsa, des gens du public, Martin, co-administrateur, et avec Elsa du groupe. Donc, et ces gens-là, c'est ça, je ne les aurais pas rencontrés autrement. Et la technologie, c'est ça, ça permet les rapprochements au-delà. Là, il a fallu peut-être une pandémie pour qu'on comprenne vraiment toute la portée. Là. Mais avant même la pandémie, la technologie permettait ça, de créer des rencontres, des liens entre des gens qui sont... le Québec, c'est grand, là. Donc, il y a les avancements technologiques, pas juste les réseaux sociaux, mais il y a aussi eu développement de, je parlais tantôt des plateformes virtuelles pour jouer, que ce soit Roll20, que ce soit Tabletopia, que ce soit Tabletop Simulator. Ce sont toutes des plateformes sur lesquelles on peut concevoir des jeux virtuellement. Et puis là, on peut, comme ça, rentrer en contact avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, dans d'autres cultures, dans d'autres provinces, puis faire tester nos jeux. Puis, le travail de création de jeux de société, c'est un travail qui peut être très, très solitaire.
La technologie, ben, je pense qu'elle a fait un peu exploser cette solitude-là. Ça reste quand même, il y a une partie qui reste solitaire. Il faut faire nos idées dans notre tête, puis il faut prendre le temps de faire nos petits jetons, puis les découper, puis tout ça, là, ou les programmer sur les plateformes. Mais une fois qu'on arrive avec notre produit, puis on veut le faire connaître, puis on veut le faire tester, ben là, avec les avancées technologiques, ben maintenant, c'est beaucoup plus facile. Oui, tu amènes un point vraiment intéressant et important, c'est que le Québec, c'est grand. Donc, le fait que dans le groupe, même, il y a des gens à travers les quatre coins du Québec. Absolument. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de voir comment je vais le nommer ainsi, là, mais la différence culturelle à l'intérieur même du Québec a aussi un impact sur la création de jeux. Donc, des fois, c'est les thématiques, des fois, c'est les outils ou même les techniques qui sont utilisées pour faire connaître le jeu. Exemple, peut-être que tu en parlais, mais tu sais, il y a les prototypes aussi de jeux. Oui. Et ça, c'est différent. Exemple, à Montréal, je pense qu'il y a beaucoup plus de pubs et d'espaces ludiques que peut-être dans d'autres régions du Québec. Et là, c'est de voir quelqu'un qui est dans une région un peu plus éloignée, qu'est-ce qu'il va utiliser. Et le groupe de communautés, les communautés, en fait, permettent de donner des trucs, des astuces comme ça. Et, comme tu as nommé, d'utiliser maintenant la technologie pour aussi faire tester les jeux entre créateurs de jeux de société. Oui, ça, c'est un autre bel objectif atteint, belle réalisation de la communauté de partage que j'avais jamais réfléchi à penser à l'origine. C'est que ça a créé des liens entre des auteurs, des autrices qui se sont rencontrés à travers la communauté, qui pourtant étaient peut-être dans le même bloc de maisons, de rues, et ça a créé des sous-communautés, des cercles d'auteurs, d'autrices, et qui se réunissent à chaque semaine. Ils se donnent un rendez-vous périodique comme ça. Et ça aussi, ça fait beaucoup, beaucoup avancer la création. Puis ben, la communauté de partage, encore une fois, ça a cette utilité-là de création de liens qui est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Puis je pense aussi que ça contribue aussi à l'écosystème du jeu. Ça crée, par la diffusion sur la plateforme, ben, il y a des événements comme le ProtoFest qui n'auraient probablement pas eu lieu si ça avait... Ben, OK, non, je ne veux pas être trop imbu de moi-même, là, mais je veux dire, je pense que ça a facilité la création de cet événement-là, qu'il y a eu 40 à 50 prototypes. C'est quand même gros au Québec, là. Exactement, pour une première édition. Une première édition en Montérégie aussi. Là, donc, Puis la diffusion, ben, beaucoup de la diffusion de l'information de cet événement-là a passé par la communauté. Puis c'est devenu un peu un lieu de rencontre entre créateurs, mais c'est devenu aussi un lieu de rencontre à l'intérieur de la grande industrie du jeu. Maintenant, ben, la communauté, ça devient un lieu de diffusion d'informations. On a la Créazone juste à côté. Ben, cette Créazone-là, ben, elle a été publicisée sur le groupe. Il y a plusieurs des membres, des finalistes qui sont là, ou c'est pas l'ensemble des finalistes qui sont là, sont membres du groupe. Ils ont pu déjà partager un peu leur création avant même de les soumettre. Donc, avoir un premier pouls de la réponse du public, valider aussi les dossiers d'inscription, tout ça. Donc, je pense que ça donne un gros coup de pouce à pas mal tout le monde. Ouais. Exactement. Je vais renchérir, puis par la suite, je vais te laisser continuer. Mais je pense que tu nommes bien que, oui, il y a la création du design du jeu, qui est une chose, mais là, après ça, il y a tester les prototypes, participer à des événements, se faire connaître. Donc, vraiment, la communauté de partage vient aider dans toutes ces sphères-là, pas juste le design du jeu, dans toutes les étapes. Puis, juste tester les jeux, faire tester son jeu par d'autres créateurs de jeux amène une toute autre vision que le faire tester par des joueurs ou par notre famille, par exemple. J'arrive à parler un peu d'inclusivité. On tourne un peu autour du sujet depuis tantôt parce qu'on parle de démocratisation. Là, c'est peut-être un peu le moment, ma petite thèse personnelle, mais je remarque, moi, depuis un certain temps, une certaine transformation dans l'espace ludique. Je le disais dans ma présentation, le petit résumé, là. Moi, je remarque que la communauté devient de plus en plus... si je me ramène dans le temps, là, quand j'étais plus jeune, quand je me suis introduit dans le jeu de société,
c'est un milieu où moi, je suis allé vers ça, entre autres, parce que je n'étais pas quelqu'un qui excellait dans les sports. Et c'était des gens où j'avais avec le TDAH, des fois vient un peu les interactions sociales un petit peu plus maladroites. Puis ben, le jeu de société, ben, ça m'a permis de rencontrer des gens comme ça à qui on se ressemblait. Et ce que j'observe, moi, depuis quelques années déjà, c'est cette transformation-là dans le milieu du jeu. Le jeu se rend de plus en plus accessible à tous. Et je remarque qu'on n'est plus dans un milieu où on se ressemble, mais plutôt dans un milieu où on se rassemble. Puis ça nous ramène au jeu de société, à la base du jeu de société. J'adore le terme en français justement pour ça. En anglais, board game, card game, on ramène au matériel du jeu, mais en français, jeu de société, ça nous ramène à cette occasion de rencontre-là. Je dis souvent, le jeu de société, c'est un prétexte pour se rencontrer, pour apprendre la gestion de conflits, apprendre à interagir avec les autres. Puis je suis pas surpris de voir comment le jeu de société grandit, puis qui justement devient de plus en plus inclusif. Bon, on regarde la dernière édition du Gen Con où il y a eu les couleurs de l'arc-en-ciel qui ont été utilisées dans le matériel promotionnel. On voit la zone qui a été créée. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de la zone, là, mais pour les créateurs, les POC, People of Color, les gens racisés. Là. Donc, on voit qu'il y a cette transformation-là qui se fait dans le milieu. Donc, c'est ça. Puis, comme je trouve que la question d'inclusivité, je le disais en introduction, ça a toujours été quelque chose qui fait partie de l'ADN du groupe. Puis, je pense que, justement, la communauté de partage peut contribuer à rendre le jeu de société, l'espace ludique, encore plus accessible, encore plus inclusive. Essayons d'y aller avec une définition le plus large possible. L'inclusivité, pour moi, c'est pas juste une question de faire une place aux personnes des communautés LGBTQ, aux personnes des communautés racisées, mais c'est aussi de tenir compte avec on l'a vu la conférence précédemment, hein, la question d'accessibilité des jeux aux gens justement neuroatypiques. J'ai partagé une fois sur le groupe une charte pour les daltoniens. Et le nombre de réactions de gens qui ont dit « Ah, c'est vrai, on y pense pas quand on crée un jeu. » Mais tu sais, l'inclusivité, c'est aussi ça. Donc, c'est ça. Puis je pense que, justement, la communauté de partage, ça devient un lieu, justement, de réflexion propice à ça, où ça peut nous aider à... Un des défis, je pense, principalement de l'inclusivité, c'est le défi pédagogique. C'est d'arriver à faire comprendre aux gens que l'inclusivité, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir. C'est penser aussi que l'inclusivité, c'est pas juste... ça veut pas nécessairement dire qu'on va tasser les gens pour mettre d'autres gens en place. Moi, je suis un défendeur je l'appelle ça le principe de la grande table. C'est-à-dire, on veut pas enlever des chaises, on veut juste agrandir la table. Puis un des défis, je pense, de l'inclusivité dans l'espace physique, c'est ça, c'est de faire un peu cette éducation-là, puis c'est ça, d'amener les gens à élargir un peu leur compréhension de la notion d'inclusivité. Puis de faire attention, l'autre défi, je pense aussi, quand on parle d'inclusivité puis de démocratiser le jeu de société, c'est de faire attention aussi, pas de... des fois, dans notre inclusivité, on peut devenir un peu exclusif. Les gens qui adhèrent pas, on va les tasser. On dit, tu ne veux pas être dans notre gang, va-t'en dans ta gang. Je pense qu'un défi, c'est essayer de justement trouver l'équilibre, puis d'inclure tout le monde, puis de faire comprendre à ces gens-là qu'il y a de la place pour tout le monde autour de la table. Je vais faire un petit lien avec ce que tu as nommé tout à l'heure. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est qu'au final, l'objectif à travers les jeux de société, c'est pas que juste des personnes similaires ou pareilles se rejoignent pour jouer à un jeu. Je sais pas si vous avez déjà joué à un jeu de société avec des gens qui ont toute la même personnalité que vous. C'est pas nécessairement ça les meilleures parties. Donc, on va vraiment plus dans la diversité, mais là, l'inclusivité vient de la diversité. Fait que c'est super intéressant, justement, le concept d'agrandir la table puis d'agrandir son esprit aussi. Puis, tu sais, le jeu de société s'est développé beaucoup au cours des dernières années. Il y a beaucoup de jeux qui sortent et je pense que c'est avantageux d'avoir cette diversité-là.
Je pense que ça va aider à stimuler justement l'innovation, éviter que le milieu du jeu stagne. On a fait, en fait, je m'exclus quand je dis ça, là, les organisateurs du proto de l'année, et en collaboration avec toi, vous aviez fait une zone proto féminin. Ça a été l'occasion de voir des jeux, des concepts innovants, original, des choses qu'on n'était pas habitué de voir. Puis je pense que ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Puis je pense que dans les défis de l'inclusivité dans l'espace ludique, c'est aussi ça. Dans notre volonté d'éduquer, puis c'est de faire comprendre que l'inclusivité, ça peut être gagnant pour tout le monde. Tout le monde. C'est le milieu du jeu au complet qui va gagner de ça. Exactement. Je suis 100% d'accord. Ça conclut pas mal ma présentation. OK, Ouais, je donc suis pas on mal aurait arrivé pu au continuer, bout. Là. mais- Je pourrais continuer encore longtemps. TDAH, enseignant, je peux parler de n'importe quoi pendant très longtemps. Wow! Alors, très, très intéressant. Bien, c'est sûr, ça touche directement à des sujets qui, moi aussi, me passionnent. Bien, bon, peut-être avant que je renchéris, est-ce qu'il y avait des questions parmi les gens dans la salle? Pas de questions. OK. Donc, ben, moi, mon Dieu, je vais y aller. Alors, vas-y. oui. Là, c'est intéressant. Tu as nommé que le groupe Création de jeux de société Québec a 4 ans. Oui. Donc, ça fait quand même un certain temps, avec la pandémie en plus. Est-ce que toi, en tant que fondateur, tu as observé une différence dans la population de gens dans le groupe Facebook? Ben, il y a eu, oui, une diversification, je dirais, des membres, qui est venue, entre autres, par un petit changement bien bête. Au départ, le groupe s'appelait Créateurs de jeux de société Québec. Et on avait des membres qui étaient à très forte majorité masculins. Et juste de faire ce passage-là vers un nom épicène, donc on peut dire ça, qui est non-genré, donc en allant avec neutre, en utilisant le mot création plutôt que créateur. Déjà là, on a vu l'adhésion des femmes, puis même des minorités queer qui s'identifient ni comme hommes ni comme femmes a augmenté. Et puis, ça. Là, le prochain cheval de bataille, c'est peut-être justement d'explorer un peu cette diversité-là. J'organise à l'occasion des conférences en direct. La dernière fois, on a eu Mélanie Mecto, la directrice du proto de l'année. Puis là, j'essaie justement de diversifier un peu les invités pour justement montrer un peu la diversité qui est présente. Puis peut-être que ça va encourager justement d'autres personnes qui vont se reconnaître puis qui vont finir par se rassembler avec nous puis ils vont se joindre à notre grande table de création. Oui, exactement, parce que ça reste que le domaine de la création de jeux de société est assez nouveau, dans ce sens que il y a principalement des hommes, exemple au départ, c'est très, très centré. Et là, il y a de plus en plus de femmes et bientôt de plus en plus de personnes. Oui. Mais c'est le temps de faire cette place-là et de démontrer qu'il y a l'ouverture aussi. Mm-hmm. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Donc, je pense que c'est ça, il y a un peu le temps aussi qu'il faut laisser aux choses, là. Il y a beaucoup de membres, mais il n'y a pas beaucoup de membres qui sont très actifs nécessairement. Il y a des gens qui ressortent un petit peu plus. Il y a une certaine gêne qui vient chez beaucoup de membres qui sont là plus en observateur. Mais je pense que le temps va faire qu'éventuellement, à force de voir des projets, puis de voir l'ambiance aussi sur le groupe, là, on s'encourage beaucoup les uns les autres. Quand il y a des moments de creux créatifs, on se donne des petites tapes dans le dos pour se remonter, et tout ça. Puis de voir, je pense, cette ambiance-là très bienveillante, accueillante, éventuellement, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire « OK, c'est un endroit où je peux me dévoiler », parce qu'il y a un peu ça aussi, là, quand on présente notre création, surtout dans les premières. Là, on se montre vulnérable, là, tu sais. Fait que je pense qu'avec le temps, les gens vont peut-être un peu prendre un peu en courage, en confiance, puis ça va venir. Ça va venir. Oui, tout à fait. Et personnellement, pour être dans quand même plusieurs groupes de joueurs et de créateurs, ce que j'apprécie beaucoup du groupe Création de jeux de société Québec, c'est justement qu'il n'y a pas d'hiérarchie.
Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas de questions stupides ou il n'y a pas de questions qui vont être jugées. Et oui, il y a des gens qui ont, exemple, déjà publié, distribué un jeu, mais sont vraiment là pour aider, donner des conseils. Et même une personne qui est nouveau et qui n'a pas publié de jeu peut amener des nouvelles connaissances. Donc, ça, c'est super. Oui, absolument. Absolument, parce que ben, c'est ça. Tu sais, j'adore comment tu as dit ça. Il n'y a aucune hiérarchie. Puis c'était un peu ça aussi la volonté dans la création de ce jeu-là, ce groupe-là. Puis c'était aussi ma volonté. C'était aussi la volonté en allant chercher d'autres personnes là, dans l'équipe d'administration d'aller chercher des gens qui ont ce souci-là de la bienveillance. Puis je pense que, comme tu dis, ben, ça contribue beaucoup à rendre les choses beaucoup plus accessibles. Parce qu'il ne suffit pas d'être un expert pour se prononcer. L'opinion de tout le monde est le bienvenu. Puis jusqu'à présent, je touche du bois, je fais des prières. On a des membres vraiment formidables. Le niveau de, comme tu dis, le niveau de respect, le niveau de cordialité dans les échanges, tout se fait avec une bonne volonté. Il n'y a pas de mauvaise foi, il n'y a pas de mauvaises blagues qui se font. Donc, on est très choyés pour ça. Ouais. Oui, effectivement. Et là, tu as nommé subtilement que tu as créé des jeux. Oui. Donc, justement, ton petit côté créateur de jeux, comment ça va de ton côté? Ben, j'ai mis beaucoup d'énergie sur le groupe. Beaucoup d'énergie aussi sur mon métier officiel là, en tant qu'enseignant. Les dernières années, avec la pandémie, ça a été très difficile. Mon diagnostic de TDAH est assez récent aussi. Donc, bon, il y a eu quelques petites problématiques de santé mentale qui sont venues se mettre un peu dans le décor. Mais j'ai des projets. J'ai 3 projets là, qui sont en cours, dont un qui j'ai l'impression qui ferait une bonne introduction là, comme officiellement là, comme créateur édité. Fait que c'est ça. Donc, j'essaie de trouver le temps. Là. Souvent, ça va être une semaine de relâche. L'été, c'est les moments où j'ai plus de temps de créer. Donc c'est ça. Ouais. OK. Donc, le groupe, finalement, parce que tu l'as nommé au début, c'était surtout de ton côté, il y avait un intérêt à communiquer puis à avoir l'esprit de partage de connaissances. Mais là, j'en comprends qu'après tous ces efforts-là, ça t'a quand même aidé. Oui, absolument. Oui, puis tu sais, même si là, au niveau de mes créations à moi, c'est plus calme, ben, d'avoir cette communauté-là qui est active, de voir les projets des autres, ben, tu sais, ça me garde tout le temps un pied dans le milieu, dans le bain, tu sais. Fait que ça me rappelle tout le temps, oublie pas, faut que tu travailles sur tes jeux, faut que tu travailles sur tes jeux, faut que tu travailles sur tes jeux. Puis je pense que c'est ça aussi un bel avantage de cette communauté-là, de voir les autres avancer. Ben ça dit, hey, moi aussi, je veux faire partie du party, là, tu sais. Fait que c'est bien motivant aussi pour ça, là. C'est ça, l'aspect motivationnel, comme tu as nommé un peu tout à l'heure, ça fait des « ouh ». Oui. Donc, on a besoin parfois de quelqu'un qui nous motive, Oui. soit directement ou juste en étant lui-même motivé, ça nous motive. Oui. Puis, tu sais, comme je disais, la création de jeux de société, ça peut être très solitaire. Puis les périodes de creux, ça peut être difficile. Mais là, de partager ces creux-là avec d'autres personnes qui nous disent « Ah, moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, ça fait 3 mois que je suis dans un creux. J'ai rien touché. » Ben, ça nous rassure un petit peu. Puis ça nous dit « Ben, ça fait partie du processus. C'est pas nous qui est pas adéquat, qui met pas assez d'efforts. Ça fait partie du processus. La créativité, ça se force pas. Ça vient, ça prend des conditions gagnantes. Il faut un environnement sécuritaire, bienveillant. Il faut des gens qui sont là pour nous motiver. Puis c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est très inspirant, justement. J'imagine et j'espère que parmi ceux qui nous écoutent, vous venez d'avoir un élan de créativité qui va vous inspirer à commencer à concevoir un jeu de société. En fait, là, il y a la page Facebook. Oui, absolument. Moi, j'invite tous les gens qui sont passionnés de jeu. J'ajoute même pas création de jeu, juste passionnés de jeu. Joignez-vous à la communauté. Vos commentaires, même si vous ne souhaitez pas créer des jeux, vos commentaires sont importants. Ils aident les créateurs et les créatrices. Ça nous aide à faire avancer nos jeux. Des fois, on regarde nos jeux d'un point de vue de créateur. On oublie ce que c'est qu'être un joueur. C'est pas la même chose. Donc, j'invite tous les joueurs passionnés de jeux à se joindre. Puis j'invite tous ceux qui sont intéressés, curieux par la création de jeux de société à se joindre aussi. Peut-être que vous aurez la piqûre. Puis juste de se mettre au courant aussi un peu, c'est comme tu dis, c'est inspirant, c'est stimulant de voir la créativité qu'il y a au Québec.
de voir tous les projets qui se créent. Donc, peut-être que ça vous donnera à votre tour la piqûre du jeu, de la création de jeux de société. Exactement. Je pense que tu nommes bien l'aspect aussi création et développement. Ça veut dire, ben, si, disons que vous n'aimez pas les jeux qui sont présents sur le marché, ben, venez voir ceux qui sont en conception et en plus, allez pouvoir contribuer au développement des futurs jeux de société du Québec. Absolument. Puis vous aurez peut-être même des jeux en exclusivité avant même qu'ils sortent. Vous aurez pouvoir la fierté de dire, ben moi, j'ai contribué à créer ce jeu-là. J'ai donné mon opinion, puis ben j'ai donné une suggestion, puis le créateur, la créatrice, ben ils l'ont écouté. Fait que c'est... Ouais. Je pense que tout le monde a quelque chose à gagner dans le groupe. Exactement. Ça, c'est super valorisant en plus. Quand tu contribues à la création d'un jeu, puis que tu vois que ta contribution est présente dans le jeu, il y a un petit sentiment de fierté. Super. C'est pas mal ça. Ben voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Donc, ben merci beaucoup, Pascal. Ben, C'était merci. hyper, super intéressant. Ben, merci. Vraiment pertinent. Puis, bien sûr, je le répète, mais n'hésitez pas à aller aller suivre et vous inscrire sur le groupe Création de jeux de société Québec, que vous soyez joueur, joueuse, créateur, créatrice de jeux de société ou professionnel aussi qui utilise les jeux.